Alors, bonjour tout le monde. Je joins ma voix à tous ceux qui sont passés avant moi pour remercier les organisateurs de cet excellent colloque. Et je remercie Véronique, Richard et Charles-Emmanuel de m'avoir invité à ce rassemblement scientifique. Alors, on m'a demandé de parler des accords de nouvelle génération. Pour commencer, j'aimerais faire une petite précision, je ne sais pas s'il faut dire sémantique ou juridique. Lorsqu'on parle des accords commerciaux régionaux, il faut d'abord savoir de quoi est-ce qu'on parle. La base juridique, le fondement juridique de ces accords, c'est principalement 3 dispositions. C'est l'article 24 du GATT, l'article 5 de la GCS et la clause d'habilitation. Mais il faut faire la distinction entre les accords commerciaux régionaux qui sont principalement des préférences commerciales réciproques et il faut les distinguer avec les accords commerciaux préférentiels qui octroient des préférences unilatérales. Donc, c'est des accords qui reposent essentiellement sur la clause d'habilitation. Mais pour les fins de mon propos, je vais exclusivement utiliser le thème ACR, accord commercial régional. Et dans cette appellation, j'englobe à la fois les accords qui reposent sur la clause d'habilitation et ceux qui reposent sur l'article 24 et l'article 5 de la GCS. Alors, mon propos va se diviser en 3 parties. La première, je fais le constat de la montée en puissance des ACR, mais plus précisément des ACR de nouvelle génération. Pourquoi on parle d'accords d'ACR de nouvelle génération? Parce qu'on a en face de nous des accords commerciaux qui, bien que reposant sur des règles de l'OMC, déborde largement le champ d'application de l'OMC. Donc, c'est des accords qui vont comporter un certain nombre de dispositions ou qui vont couvrir un certain nombre de secteurs qui vont déborder complètement les secteurs qui sont classiquement couverts par l'OMC elle-même. Ensuite, je vais souligner les avatars, les difficultés que présentent ces accords de nouvelle génération, mais également les complexités. Et je m'en tiendrai seulement aux complexités que ces accords engendre, notamment pour des régimes comme un régime canadien, les régimes fédératifs. Et tout cela, je finirai par les défis de la cohérence. Pourquoi défis de la cohérence? Comme je vous ai dit, les accords de nouvelle génération portent sur, en tout cas, intègrent des champs d'application qui débordent le champ de l'OMC. Alors la question que je me poserai en dernier lieu, c'est celle de savoir est-ce que le mécanisme de règlement des différends pourrait toujours être considéré comme étant compétent pour connaître des matières qui ne relèvent pas de sa compétence? Alors, premier élément, la montée en puissance des accords commerciaux de nouvelle génération. Je distingue trois étapes dans cette évolution. Mais je ne tiens pas compte des accords historiques qui ont été conclus avant l'avènement du GATT de 1947. Bon, il y a quelques accords économiques historiques qui ont été conclus avant cette période, mais je ne tiens pas compte de ces accords puisque ces accords ne reposaient pas sur le GATT de 1947, tout simplement parce que le GATT de 1947 n'avait pas encore été conclu. Donc, entre la fin des années 50 et les années 80, il y a eu le libre-échange, une émergence de libre-échange, notamment à cause du GATT de 1947, qui a voulu s'opposer à la montée en puissance de l'interventionnisme qui a succédé aux crises des années 30. Et dans ce cadre, les premiers accords qui sont apparus ont été des accords qui sont assez conformes à l'esprit du GATT de 1947, à l'esprit des dispositions que je vous ai indiquées au départ.
Donc, ces accords-là sont considérés comme des accords de première génération, puisque ces accords sont assez classiques, ces accords assez classiques qui portent sur le commerce des marchandises, l'accord de la communauté européenne sur le charbon et l'acier, etc. Ce sont des accords qui portent sur une matière bien particulière. Puis, à un moment donné, il y a une deuxième vague d'accords, au milieu des années 80, à la fin des années 90, une nouvelle vague d'accords qui, là, on va bien se rendre compte que ces accords vont à la fois porter sur des matières de l'OMC, mais vont commencer à déborder. Tout de suite, c'est le cas de l'ALENA. L'ALENA qui comporte des dispositions sur les investissements, alors qu'à l'OMC, on n'a pas un accord précis sur les investissements, même si on a les MIC, mais ce n'est pas la même chose. Les marchés publics, etc. Donc, ces accords vont commencer à intégrer de nouvelles matières, de nouveaux domaines qui ne sont pas couverts par l'OMC. L'OMC elle-même, ça va être les accords de deuxième génération. Et il y a une troisième génération d'accords. C'est le cas, par exemple, du CETA, de l'accord Canada-Europe, qui sont des accords qui, eux, vont aller encore plus loin et vont poser des problèmes encore plus particuliers parce que c'est des accords qui vont non seulement déborder les champs de l'OMC, mais également vont, je dirais, faire exploser un peu les alliances classiques entre en tout cas, des blocs auxquels on avait assisté. Donc, on a assisté à des accords transcontinentaux, des accords qui ne respectent plus les catégories habituelles auxquelles on était habitué jusque-là. Donc, compte tenu de cette évolution, j'indique que ces accords comportent un certain nombre d'avatars. Un certain nombre d'avatars et un certain nombre de complexités. Je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint ne fonctionne pas ici. Bon, OK. Ces avatars sont, c'est l'internationalisation des champs relevant de politique nationale, puisque, comme je vous ai dit, on va assister à des accords qui portent sur des matières qui relèvent des compétences nationales, des affaires, des matières qui, auparavant, ne faisaient pas l'objet de libéralisation, en tout cas de cession de souveraineté de la part des États. Donc, ce sont des matières qui vont relever de leur politique nationale. Et ces accords vont, touchant ces matières, vont porter un peu atteinte à la souveraineté des États et vont déstabiliser un peu certains États, puisque la plupart des accords sont des accords nord-sud. Et comme les États n'obtiennent pas, dans le cadre multilatéral, tout ce qu'ils revendiquent, ils vont se retourner vers le cadre bilatéral et vont obtenir des concessions beaucoup plus grandes que celles qu'ils obtiennent dans le cadre multilatéral. Donc, il y a comme une forme de perpétuation de l'asymétrie des pouvoirs. Donc, l'asymétrie des pouvoirs va beaucoup jouer puisque les États faibles vont se retrouver à conclure des accords de libre-échange avec des États plus riches. Et donc, ces États plus riches vont obtenir des concessions beaucoup plus grandes que ceux qu'ils auraient pu obtenir dans le cadre multilatéral. Deuxième caractéristique, c'est l'élasticité de la notion d'échange, puisqu'on va se rendre compte qu'on va aborder de manière plus intensive les considérations non économiques, notamment, non pas les mesures OTC ou SPS, mais les mesures liées à la sécurité, aux normes de travail, donc à des questions qui habituellement ne sont pas prises en compte dans le cadre multilatéral. Donc là va apparaître tout de suite une forme d'incohérence entre ce qui était recherché au départ et ce qui se fait réellement. Donc une incohérence, alors il va apparaître forcément une forme d'incompatibilité potentielle entre le régime régional et celui multilatéral. Le troisième effet, c'est l'effet bol de spaghetti dont plusieurs ont déjà parlé. C'est-à-dire que le principe multilatéral repose bien entendu sur la non-discrimination, alors que l'élaboration d'un ACR, c'est justement cette dérogation à cette non-discrimination. Donc il y a comme une normalisation de la discrimination, alors qu'on devrait aller vers une normalisation, un élargissement de la non-discrimination.
Alors, pour les États, notamment pour les États, en tout cas les régimes fédératifs comme le Canada, on va être confronté à une série de complications. C'est-à-dire que dans le cadre des négociations, les entités non étatiques, les entités infra-étatiques, ne vont pas avoir toute leur place dans ces négociations, alors même que ces accords couvrent des matières qui relèvent de leurs compétences, même de leurs compétences exclusives de manière générale. Ensuite, on l'a vu par exemple dans le cas de la ECG, du CETA, que les Européens ont voulu que les provinces participent aux négociations, justement parce qu'il y avait des matières qui étaient couvertes par la ECG et qui relevaient de la compétence des provinces. Et pour assurer en tout cas l'effectivité de ces normes-là par la suite, il fallait s'assurer que les provinces étaient prêtes à embarquer. Et l'autre complexité que j'aimerais souligner pour un système comme l'Union européenne, c'est que, par exemple, pour le CETA, qui est un accord de troisième génération, on se retrouve là dans un accord qui, qui pour l'Union européenne va poser des difficultés particulières parce que c'est un accord mixte, donc qui va exiger à la fois le respect de la procédure de ratification ordinaire, mais également la ratification par chacun des membres. Donc ça complexifie sérieusement le problème. Et il y a toute une série de solutions qui sont proposées en droit international, notamment les articles 26 et 46 du traité de Vienne, qui prévoient que, par exemple, l'article 46 qui dit qu'un État ne peut pas avancer des arguments liés à des incompatibilités dans son ordre interne pour ne pas exécuter cette obligation internationale. Donc, dans le cas de l'OMC, on va préconiser avec l'article 24.12 la clause fédérale qui met à la charge des États une obligation de moyens, on l'a déjà vu avec le Canada. Bon, dans le cas de l'ALENA, c'est différent. L'ALENA, par exemple, ne prévoit pas une obligation de moyens. L'article 105 de l'ALENA prévoit plutôt une obligation de résultat. Donc, dans le cas de l'ALENA, c'est encore plus fort. Alors, tout ceci cause un double risque à mon sens. Le premier niveau de risque, c'est des risques de nature systémique, puisqu'on va avoir deux régimes parallèles qui vont devoir coexister. Et l'autre catégorie de risques, c'est des risques de nature juridictionnelle. Pour les risques de nature systémique, nous avons une marge de manœuvre des États qui est assez limitée. Donc, le mécanisme de contrôle des ACR repose principalement sur la protection du droit des tiers. On l'a vu dans l'ensemble des jurisprudences, si vous prenez l'affaire Banane, ce n'est pas les pays ACP qui bénéficiaient de la règle, mais plutôt des pays hors ACP. Donc on essayait de défendre les intérêts, les droits des pays qui n'étaient pas concernés directement par l'accord. Même chose avec l'accord Canada automobile, le parc automobile qui était contesté, c'était là aussi des États tiers. Donc il y a une tendance à préserver, à protéger les droits des tiers plutôt que de réfléchir sur le droit des États membres de l'intégration. Alors, différentes avenues ont été proposées. La principale, à mon avis, c'est celle qui consiste à dire qu'il faut multilatéraliser le régionalisme. Il y a Pauline ici qui pourra en dire davantage que moi, puisqu'il fait partie de ceux qui proposent cela. Je souligne au passage que dans certaines zones géographiques, par exemple dans le cadre de l'Union africaine, cette idée a circulé depuis les années 80 et ça a été même mis en place avec le traité d'Abuja de 91, si ma mémoire est bonne, qui prévoit non pas de multilatéraliser le régionalisme, mais plutôt de continentaliser le régionalisme. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération d'accords régionaux sur le continent. Ils ont essayé de les mettre ensemble pour, en fait, je pourrais m'étendre là-dessus plus tard. Donc,
Mais la mise en œuvre de cette idée présente plusieurs défis parce que multilatéraliser le régionalisme institue une forme de hiérarchie entre l'OMC et les organes régionaux. Donc, il faut pouvoir assurer une meilleure articulation entre les ACR et l'OMC. Et puis, essayer aussi d'intégrer les pays membres des ACR dans le processus juridictionnel pour qu'eux aussi ils puissent contester de l'intérieur les normes prévues dans le cadre des ACR et également régler la question de la compétence de l'ORD sur l'ensemble des matières couvertes par les nouveaux accords, les ACR. Quant au conflit de nature juridictionnelle, c'est ce qui m'apparaît le plus important. L'article 23 du mémorandum d'accord dit que l'ORD n'est compétent exclusivement sur les accords qui sont signés dans le cadre de l'ORD. Et donc, en principe, l'ORD n'est pas compétent pour connaître des différends qui portent sur les ACP, sur les ACR. Alors, vous voyez, il y a un problème. Alors, maintenant, la question qui va se poser, c'est lorsque vous avez des violations d'obligations qui relèvent à la fois de l'OMC et des ACR, comment est-ce qu'on va le régler? Dans le cadre, en tout cas, certains ACR ont proposé certaines solutions. Je les regroupe en deux. Il y a deux catégories. Il y a des ACR qui proposent qu'en cas de violation d'obligations qui relèvent à la fois de l'OMC et de l'ACR, que le demandeur puisse choisir le système régional ou le système du cadre multilatéral. Sauf exception, par exemple, dans l'ALENA, c'est un choix qui est fait dans le cadre de l'ALENA, mais dans le cadre de l'ALENA, l'article 20.054 de l'ALENA prévoit, par exemple, que même si le demandeur choisit d'aller devant devant l'ORD, par exemple, le défendeur peut obliger, en tout cas peut exiger que le recours soit porté devant le tribunal régional. Donc, il y a là quelques spécificités à avoir. La deuxième catégorie, c'est qu'il y a certains ACR qui préconisent que le demandeur ait le choix entre l'un ou l'autre exclusivement. Donc, soit vous choisissez le cadre régional, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, soit vous choisissez le mécanisme de règlement des ACR. Par exemple, j'ai pris l'exemple de l'Union européenne, les accords signés entre l'Union européenne et certains pays de l'Amérique latine, comme le Chili ou le Mexique, c'est ce qu'on préconise. Je vais aller rapidement. Il y a également des problèmes liés à la coexistence de ces deux systèmes, puisqu'on se retrouve avec deux systèmes, un système de mécanisme de règlement des différends des ACR, un mécanisme de règlement des différends multilatéral. Donc, il y a un risque de jurisprudence contradictoire si les deux sont saisis concomitamment. On l'a vu dans l'affaire du bois d'œuvre ici au Canada, cet empiètement, tantôt on va devant l'OMC, tantôt on va devant le tribunal régional et finalement on aboutit à des décisions complètement contradictoires. Il y a également le risque que certains choisissent d'aller devant les tribunaux régionaux et au détriment du tribunal de mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Quelques avenues possibles et les avenues qui ont été proposées ont été puisées essentiellement en droit international. Donc, il y a, certains proposent de recourir à l'épuisement des recours des ACR avant d'aller devant l'OMC. Il y a également, certains proposent également le renvoi préliminaire par le mécanisme des ACR devant l'OMC pour tout affaire qui porte sur les ACR et l'OMC, on fait un renvoi préliminaire avant de porter. Il y a également le recours au principe de la chose jugée. On l'a vu dans l'affaire Argentine viande de volaille, où on a évoqué l'estopel pour écarter la possibilité pour le Brésil d'aller devant l'OMC. Mais bon, ça a été écarté. Le recours au principe du litige pendant, donc ça c'est pour éviter les procédures parallèles. Et enfin, le recours au principe du forum non-convenience. Et ça va être mon dernier mot. Donc, il y a des propositions qui sont faites. Et les propositions qui sont faites pour
concilier, pour assurer cette coexistence entre les deux systèmes relève beaucoup plus du droit international public, mais exigerait une modification des textes, ce qui c'est pas demain la veille non plus. Merci.